forum du studio Kalangu, le 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 forum du studio Kalangu. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'attaque des villages de Tchombangou et de Zarumdarey dans le département de Walam, région de Tillabéri, samedi 2 janvier passé. Attaque qui a coûté la vie à environ 100 civils. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur les résultats provisoires des élections législatives et présidentielles premier tour proclamées samedi 2 janvier à Niamey. Pour commenter et analyser tous ces faits de l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Ousseini Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gary Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum avec le drame de Tchombangou et de Zarumdarey dans la région de Tillabéri. Une double attaque qui a fait au moins 100 morts selon le bilan officiel dans le village de Zarumdarey et de Tchombangou, au département de Walam, région de Tillabéri, non loin de la frontière avec le Mali. Une vingtaine de personnes a été également blessées, indiquent les autorités nigérienne. Gary Amadou, avez-vous d'autres informations sur cette attaque? Les informations que l'on a, ce sont les informations qui ont circulé de la part du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, après la visite aussi du Premier ministre et surtout la réunion du Conseil de sécurité, en tout cas qui a été tenue sous l'égide de la présidente suprême de la République. C'est-à-dire que, franchement, je présente mes condoléances aux populations de Zarumdarey et de Tchombangou et je leur rends hommage parce que visiblement ce sont des populations qui ont résisté aux terroristes, ce sont des populations qui en avaient marre de payer des rançons, de payer en tout cas d'être rançonnées par les djihadistes. Ce sont ces populations-là qui ont été victimes de représailles. Vraiment, je n'ai pas les mots parce que quand j'ai vu les images d'enfants avec les corps brûlés qu'on transportait pour amener, je me suis dit que la barbarie humaine n'a plus de limite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent une chose. Ces gens-là ne sont pas en train de faire un combat pour l'islam. Ces vautours-là, ces gens ignobles qui sont en train de tuer les populations. Aujourd'hui, qui sont en train de tuer les populations, ce sont des gens qui doivent être maudits de la surface de la terre. Avant, on connaissait les attaques contre les civils militaires. Non. Maintenant, ce sont des populations civiles qu'on vient, qu'on tue, on incendie les greniers, on brûle les maisons, on tue femmes et enfants. J'ai entendu des histoires effroyables. Des gens qui ont perdu pratiquement tous les membres de leur famille tués par ces ignobles individus. Mais cette affaire aussi remet en question l'apport des troupes étrangères au Niger. Parce que, vous savez, on ne parle pas de 5 individus sur des motos. On ne parle pas de 2 ou 3 individus, 4 individus sur des motos, non. On parle de 100 motos. 100 motos qui sont approchées, qui sont divisées en 2 colonnes. Dans une zone sous état d'urgence. Oui, mais vous savez, il faut que les gens acceptent que les gens commencent à s'interroger. Moi, je ne peux pas comprendre, avec tout ce que les Occidentaux ont comme drone, satellite. Quelqu'un me dit qu'avec un satellite, on peut détecter une biche qui est dans la forêt. Mais 100 motos qui se déplacent. Mais enfin, la moindre des choses, quand vous constatez, avertissez l'état-major pour que les dispositions soient prises. Surtout que la circulation des motos est interdite. Et une nuée de motos, ça se remarque. Donc, franchement, les troupes étrangères qui sont au Niger, elles doivent revoir leur copie, Abdraman. Parce que ce qui s'est passé à Tchombangou et Zarumdarey est tout simplement incompréhensible. Au vu de l'ensemble des éléments des troupes étrangères qui sont ici aujourd'hui au Niger. On ne peut pas comprendre que la frontière est pire. Ce n'est même pas l'attaque. Non. Ça allait prendre du temps, attaquer et retourner.
On va me dire que tout ce qui a comme satellite, tout ce qui a comme drone, ils n'ont pas remarqué ça. Ousseini Sajibo, le bilan est lourd, une centaine de personnes tuées au sein de la population civile. Comment expliquer de telles barbaries contre des populations civiles? En fait, comme Gary vient de le dire, je présente d'abord mes condoléances aux familles de victimes. Moi, j'en connais un qui a perdu 14 membres de sa famille. 14. Pratiquement toute sa famille a été décimée. Comment peut-on expliquer? Il n'y a pas d'explication à donner. Il n'y a pas d'explication à donner parce que tout simplement, c'est inconcevable que dans une zone en état d'urgence depuis 2017, où pratiquement il y a beaucoup de populations qui ont dû fuir leur village, et qu'on vienne, les quelques rares villages qui restent encore, où il y a des populations qui sont là, qui résistent, que on dise dans un contexte d'état d'urgence que des gens viennent en moto. Dans une zone où on prend les motos des gens pour les brûler. Et qu'on se dise qu'en plein jour, à partir de 9h, ils viennent, ils font tous ces dégâts-là. Et ils parviennent à s'enfuir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème qui est là, un problème sérieux. La présence des troupes étrangères, je ne vois pas l'utilité. On a dit qu'ils sont là avec les drones pour nous aider à surveiller au niveau de nos frontières, mais également nous aider à combattre les djihadistes et les terroristes. Je ne peux pas comprendre que des choses comme ça puissent se passer. Sans moto. Et que c'est comme si, bon, on dit on a institué un deuil de 3 jours en mémoire de toutes ces victimes-là. Mais peut-être les villages qui sont dans les parages alentours, on ne sait pas quel sera le prochain village qui va connaître le même sort. Et on se demande bien, quand il y a état d'urgence là, normalement, les mouvements doivent être contrôlés. Ça dit que c'est des zones en permanence où il y a des patrouilles, où les gens, la mobilité, non seulement de l'armée nationale, mais également des autres troupes qui sont là, force, on doit être là en mesure de pouvoir sécuriser. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'attaque, mais celui qui pose l'attaque, c'est qu'il ne puisse pas s'enfuir. Et disparaître dans la nature. On dit enquête. Enquête pour chercher qui? Ils sont venus d'où? Effectivement, Gary Amadou, la société civile de Tillabéri, la Commission nationale des droits humains CNDH, condamne ces massacres et demande qu'une enquête indépendante soit diligentée pour situer les responsabilités autant à Walam qu'à Toumour, région de Difa. Une telle enquête est-elle possible dans le contexte actuel? À quoi doit-on s'attendre concrètement? Oui, mais à quoi s'attendre? Moi, je m'interroge. C'est-à-dire qu'une enquête, on sait déjà qui sont les assaillants. On est dans une guerre asymétrique où l'ennemi est connu. Bon. L'ennemi est connu? Mais l'ennemi est connu, c'est les terroristes. Vous savez, c'est les terroristes. C'est-à-dire que l'enquête, c'est pour aboutir à quoi? C'est ça ce que je suis d'accord avec Hussein. C'est pour aboutir à quoi? Oui, d'accord, ok. C'est les djihadistes qui viennent du Mali. On a fait l'enquête. La conclusion, c'est les djihadistes. Oui, mais alors? Et alors, c'est quoi la finalité? Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai dit, il y a deux pistes de solution. C'est-à-dire qu'il y a des drones. Il y a les drones américains, il y a les drones français. De grâce, ces drones-là, qu'ils soient utilisés pour nous aider à voir ces barbares-là qui traversent la Est-ce qu'à part les drones, il ne peut pas y avoir d'autres solutions? Non, vous savez, sans les drones aujourd'hui, et les Occidentaux? Non, les drones-là, moi je pense que dans le cadre de la politique nationale de la défense, il faudrait qu'on songe à nous doter de nos propres drones. Ça va coûter cher, mais c'est une question vitale aujourd'hui. C'est une question de sécurité nationale. Apparemment, on ne peut pas compter sur les drones des étrangers. C'est ce que je me suis dit. Mais on peut militariser la zone. Oui, mais le Niger est très vaste. Vous savez, Tillabéri, c'est très grand. Le Niger est extrêmement vaste. C'est-à-dire que je crois que dans le cadre de la nouvelle politique, la politique de défense qui a été annoncée par le ministre de la Défense au niveau de l'Assemblée nationale l'année dernière, il avait fait état de, en tout cas, le grossissement de l'effectif de l'armée pour l'amener à environ 100 000 hommes. Parce qu'il a dit effectivement que l'effectif actuel ne peut pas permettre d'avoir de bons résultats. Et les moyens aussi. Les moyens, oui, bien sûr. Parce que quand on va arriver à 100 000 hommes, là, avec les moyens, peut-être qu'on pourra mieux cadrer et sécuriser ces villages. On se rend compte aujourd'hui que les villages de Zaroumdare, Tchombongu,
Ils font partie d'un lot de villages qui sont frontaliers au niveau de la zone frontalière du Mali avec Tillabéri, qui sont extrêmement vulnérables. Ce n'est pas loin de Tongo, vous savez. Mais les militaires ont des droits de poursuite jusqu'à 100 km dans le Mali. Oui, mais vous savez, c'est un peu délicat. Vous avez des gens qui sont en moto et vous voulez que les véhicules les suivent. Là où la moto est pratique, c'est que la moto peut rentrer dans un trou, sortir comme vous voyez, non? Dans les vallées, les véhicules ne peuvent pas. C'est pourquoi je dis que les moyens aériens, dans cette guerre-là, c'est les moyens aériens qui vont nous permettre de la gagner. Les poursuites traditionnelles là, c'est-à-dire les gens viennent en moto, ils attaquent et puis nous on les poursuit avec des véhicules, on arrive à un point où il y a des endroits où les véhicules ne peuvent pas rentrer, on s'arrête. Donc selon vous, l'enquête demandée par la Commission nationale des droits humains n'est pas à sa place, n'est pas appropriée? C'est-à-dire que c'est pas qu'elle n'est pas à sa place, c'est quoi la finalité? Je n'en vois pas aujourd'hui les populations qui sont meurtries, je n'en vois pas l'utilité. Les populations qui sont meurtries là, ce n'est pas de l'enquête qu'ils veulent. Ils veulent deux choses. Ils veulent être d'abord vengés, que leur mort soit vengée et sécurisée. On n'a pas besoin de l'enquête pour faire ça. Est-ce que vous comprenez? Dans les forêts là, moi j'avais dit, les forêts là qui sont au niveau des zones frontalières là, du Niger, du Mali et tout ça là, les forêts là, on ne peut pas les bombarder? Mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas bombarder ces forêts là, on sait que ce sont des refuges. La Tapoa là, on dit que la Tapoa, il y a des refuges de djihadistes. Mais bon sang, toute la Tapoa c'est quoi? On ne peut pas mener une mission à l'intérieur de la Tapoa malgré le fait qu'il y a des animaux sauvages qu'on doit protéger. Mais on doit mener une mission déloger. On ne peut pas bombarder ces forêts-là. Il y a plusieurs forêts au Burkina, au Mali, au Niger. Mais vous avez entendu une fois des forêts bombardées? Mais pourquoi bon sang? Peut-être qu'il y a une insuffisance de moyens. Non, mais c'est ça. Vous savez, c'est ça le nœud du problème, Mokhtar. C'est-à-dire, il y a une insuffisance de moyens. Eh bien, il faut qu'on ait les moyens pour pouvoir lutter contre ces terroristes-là. Il faut qu'on ait les moyens propres. C'est-à-dire que ne comptons pas forcément... C'est l'extérieur. Ah non. On se rend compte que peut-être que les objectifs ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous comprenez? Et peut-être que ces puissances étrangères-là ne sont pas là pour défendre le Niger, mais plutôt pour défendre leurs intérêts stratégiques. C'est possible. Alors, si on comprend cela, on doit s'organiser. Et s'organiser comment? S'organiser avec les moyens militaires, avec le renforcement des effectifs. Déjà, il y a 2 opérations, Al-Mahaou, au niveau de Tillabéri, Al-Mahaou et Dongo. Et voilà. Donc, vous voyez Dongo. Et alors, apparemment, ces opérations-là ne dissuadent pas les terroristes. Parce que quand les terroristes se donnent des facilités, en plein jour, mener une attaque avec une centaine de motos, c'est ça qu'on a dit. Une centaine de motos, ils se sont approchés du village, ils se sont séparés. Vous voulez dire qu'il y a des complicités? Non, vous savez, il y a des complicités partout. Au niveau des villages frontaliers. Parfois, ce sont des habitants, on va vous dire, hein, on dit non, c'est le fils d'un tel qui est parmi eux. Quand vous allez dans les villages là, dans les villages comme ça là, les langues se délient. On vous dit oui, le fils d'un tel fait partie, le fils d'un tel fait partie. Mais moi, ce que je crains le plus, Mokhtar, c'est que cette attaque de Tchombongu et de Zaroundari, qui a, selon certaines informations, des relents communautaires, ne puisse dériver. Parce que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Je pense que ce n'est pas pour rien que le ministre de l'Intérieur a annoncé la dernière fois dans une interview accordée à France 24 qu'il y aura un forum au niveau de Tillabéri, un forum sera organisé par l'État pour la quiétude entre les communautés. Ce n'est pas pour rien. Ça a passé inaperçu, mais ce mot du ministre de l'Intérieur est extrêmement révélateur. C'est-à-dire que, faisons attention, gérons bien cette situation et donnons-nous les moyens de neutraliser, de liquider ces terroristes-là. Hussein Issa Jibo, après la centaine de civils tués, une vingtaine de blessés ont été enregistrés, un nombre important de déplacés ainsi que des dégâts matériels importants. Comment mettre fin à ces attaques récurrentes dans la région de Tillabéri et comment doit-on s'organiser, s'organiser l'assistance humanitaire à ces populations? C'est plus d'une cinquantaine, c'est une cinquantaine environ de blessés.
Ce n'est pas une vingtaine, c'est une cinquantaine de blessés. Il y a des greniers brûlés. Oui, des blessés. Je parle des blessés. Là, après la centaine de morts, c'est une cinquantaine de blessés. Des gens, dont des enfants. Comment mettre fin à ces attaques? Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, quand chez toi brûle, tu es le premier à chercher à éteindre le feu d'abord, avant de faire appel à quelqu'un. On nous a fait comprendre que ces blancs-là, ces forces étrangères-là sont là pour nous aider. On a vu les limites. Même eux, aujourd'hui, ils sont en train de se poser des questions. S'il faut pas, qu'ils vont se retirer avec tous ceux qui connaissent comme moi régulièrement depuis un certain temps au Mali. Comment faire? Comment faire pour mettre fin à ça? Parce que j'ai entendu des annonces, on dit, bon, il y aura l'assistance humanitaire à ces populations, mais on va mettre des dispositifs. Le problème des dispositifs, les touristes, ils entendent ce qui est en train de se dire. On va placer un dispositif. Mais vous pensez que, sachant pertinemment qu'il y a un dispositif qui a été mis en place, ils vont encore revenir dans la zone? Non, ils vont trouver encore un autre coin isolé, un autre village isolé ou des villages isolés pour aller poser leurs actes. Parce qu'ils savent que quand tu as l'armée, et ce qui est incompréhensible, c'est que au XXIe siècle, il y a le téléphone. Même dans les villages, les gens ont des téléphones. Oui, mais quand des choses comme ça, quand des attaques comme ça, il y a toujours des gens qui ont le réflexe d'appeler. Mais si les installations téléphoniques ont été endommagées dans la zone? Non, les trucs téléphoniques, souvent... C'est eux qui endommagent les installations téléphoniques. D'accord. Mais moi, je veux dire, quand on dit qu'une zone est militarisée, c'est quoi l'état d'urgence? C'est qu'on donne plus de pouvoir à l'armée pour pouvoir agir dans la zone. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un lâchage. Ça veut dire qu'ils sont là, ils attendent que la vigilance... Donc, vous voulez dire qu'il y a eu un flottement? Mais il y a toujours de flottement. Regardez, Toumour est devenu une île. Ils ont pu se donner les moyens de venir à Toumour, tuer une trentaine de personnes, brûler le marché, brûler des maisons, et tout, et puis retourner dans une zone militarisée. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Donnons-nous les moyens et ne pas compter sur quelqu'un. Maintenant, attendre que des choses comme ça se passent. Ces villageois de Chamabongo et des Zarumdari, là, mais ça fait combien d'années qu'ils vivent dans cette zone? Ils ont attendu l'aide de quelqu'un, alimentaire de quelqu'un. Mais si des greniers ont été brûlés... Mais les greniers ont été brûlés. Mais on peut créer les conditions pour qu'ils n'en soient pas ainsi. On peut le créer, ces conditions-là, on peut le créer. Comment ça, Ousseini? En multipliant. C'est-à-dire, ce n'est pas le faire des postes. Il faut renforcer les patrouilles dans cette zone. Des patrouilles en permanence, parce qu'on ne sait pas à quel moment l'ennemi va entrer en action. Quand il y a des patrouilles, à ce moment... Ça coûte cher en termes de moyens. Oui, mais alors? Mais en termes de moyens, par rapport à quoi? Par rapport à des vies humaines? Par rapport à des vies humaines, ça coûte cher. On doit mettre, en tout cas, un dispositif sécuritaire fiable et en permanence. En permanence, ne pas attendre quand la chose arrive pour dire, bon, voilà les moyens qu'on va mettre en place. Bon, on va mettre en place un dispositif de sécurité dans la zone. Selon vous, il faut anticiper, c'est ça? Mais s'il n'y a pas d'anticipation en matière de guerre contre le terrorisme, là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que, bon, le terroriste, dans tous les cas, quand il pose son acte, il se couche et il observe. Mettez tout ce que vous voulez en place. Peut-être d'ici, dans 3, 4, 5 mois, la vigilance va baisser. On va commencer à quitter pour venir dans d'autres... À relâcher. À relâcher, la vigilance va baisser. Mais alors, ils profitent de ce genre de situation-là pour venir attaquer. Est-ce qu'on doit continuer à vivre ça? Est-ce que ces gens méritent d'être massacrés? Ils ont fait quel mal à qui? Ils gagnent quoi? Peut-être qu'ils n'ont même pas récolté grand-chose. Mais ils vivent dans leur terroir, parce que c'est leur terroir, ils n'ont pas où aller. Mais les gens, quand on vient, on dit non, restez, on va vous sécuriser. Mais les survivants, là, ils ont tendance à s'en aller. Parce qu'ils se disent que non, c'est juste des mots. Vous allez nous sécuriser avec quoi? C'est ça l'enjeu.
Gary Amadou, vous l'avez évoqué tout de suite, le Premier ministre nigérien Brigitte Rafini s'est rendu dimanche dans les localités de Kyombangu et de Zarumdaren. Il a promis des enquêtes pour que ces crimes ne soient pas laissés impunis. Il a aussi affirmé que le gouvernement prendra très bientôt des mesures pour que les populations de ces villages soient sécurisées dans de meilleures conditions. Que pensez-vous de tout ça là? Oui, ce sont de bonnes intentions. Maintenant, comment est-ce que cela va se concrétiser? Comment sécuriser les villages? Parce que ce qu'on a rappelé, il y a Zarumdare, Tchombangu, mais il y a des centaines de villages qui sont frontaliers avec le Mali. Des centaines de villages qui sont régulièrement rackettés par les terroristes. Est-ce que vous comprenez la situation? C'est-à-dire que aujourd'hui, on a Tchombangu et Zarumdare. Demain, c'est peut-être quelque part encore un autre village. Mais imaginez les villages frontaliers qui sont au niveau de la frontière du Mali. Quand ils entendent ce qui s'est passé en Tchombangu et Zarumdare, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se résigner. Ils vont se résigner à payer des rançons, en tout cas à payer de l'argent. Oui, ils vont se résigner. Ils vont se dire, ah, vous avez vu ce qui est arrivé à Zarumdare et Tchombangu? Ah, maintenant, franchement, je crois qu'il ne faut pas résister à ces gens-là. Dans tout ça, là, Gary Amadou, avez-vous élucidé les causes de cette tuerie? Non, c'est très simple. Il y a plusieurs informations. Selon ce que moi j'ai entendu, c'est que ce sont des djihadistes qui ont demandé aux populations de payer de l'argent. Les populations ont déjà payé à un groupe, un autre groupe est revenu pour dire qu'il faut qu'ils payent. Ils ont dit non, on a déjà payé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est des terroristes nigériens ou maliens? Non, ils traversent la frontière pour venir. Mais probablement qu'il y a des Nigériens parmi eux. Vous savez, c'est ça qui fait mal. C'est-à-dire que il y a des chefs djihadistes qui sont connus pour être des Nigériens. Il y en a. Donc, ils traversent la frontière, bien sûr, avec la complicité de certains Nigériens pour venir. Ils sont venus pour rançonner. Les populations ont dit non, on a déjà payé. On ne peut pas encore repayer. Puisqu'un groupe est venu, on lui a donné. Et ils se sont énervés apparemment. Ils sont partis, ils se sont organisés. Ils sont venus. Ils ont tué pratiquement beaucoup de familles. Mais il y a d'autres villages qui sont dans les mêmes situations qu'on est en train de rançonner. Pratiquement dans toute la zone de Tillabéri, les villages frontaliers là sont sous l'oppression des terroristes. Voilà la grande problématique. Comment est-ce que notre armée peut sécuriser les villages frontaliers? Moi j'ai préconisé comme solution, j'ai dit non, ces villages-là, il faut les déplacer et procéder à des bombardements de forêt. Cette guerre-là, tant qu'on n'a pas les moyens aériens là, les moyens classiques là, les 4x4 qui vont de la brousse là, ça ne peut pas tuer les terroristes. Ça ne va pas finir. Tant qu'on n'a pas les moyens aériens, tant qu'on ne se dote pas de drones, tant qu'on ne se dote pas d'avions de chasse qui peuvent décoller, dès qu'il y a une attaque qui est déclarée, se décoller de Niamey, partir au niveau de la zone, c'est combien de minutes? C'est quelques minutes. Suivre les terroristes qui vont les bombarder, les tuer, cette guerre-là ne se gagnera pas. Voilà, on a terminé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. La Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé samedi 2 janvier matin les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020. Deux candidats ont émergé, Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS Tareya, avec 39,33% de voix et Mahaman Ousmane du RDR Tchangi de l'opposition qui a obtenu 16,99%. Les deux vont s'affronter dans les urnes au second tour de l'élection présidentielle prévue pour se tenir le 21 février prochain. Pour les élections législatives, le PNDS Tareya est largement en tête avec 80 sièges à lui seul sur les 166 sièges répartis. L'Assemblée nationale du Niger compte 171 sièges au total, mais la diaspora nigérienne n'a pas pu participer aux élections pour élire ses 5 représentants au Parlement en raison de la pandémie du coronavirus. Issa Ousseini Jibo, quelle analyse faites-vous au sujet de la présidentielle et des législatives du 27 décembre au Niger? Mais quelle analyse faut-il faire? La CENI a proclamé les résultats, n'est-ce pas? Qui donne largement vainqueur Bazoum Mohamed avec pratiquement 39 et quelques % de voix.
En plus, dans nos partis, 80 députés d'emblée. L'opposition... Il donne ou bien le parti a eu. Mais c'est ça les résultats provisoires qui ont été proclamés. L'opposition a fait une déclaration pour dire qu'ils ont leurs chiffres. Ça fait pratiquement plus d'une semaine ou combien de jours. J'étais à la déclaration, moi j'ai posé la question. Mais alors, vous avez vos chiffres. Publiez vos chiffres. Parce que vous dites que ces résultats ne reflètent pas ce qui est sorti des yeux. Peut-être ils attendent après les recours. S'il te plaît, quand moi j'ai mes chiffres là, quel est le recours? Parce que quand il faut faire des recours devant la Cour constitutionnelle. Oui, mais les recours, d'abord je vais donner mes chiffres. D'abord, parce que je considère que les chiffres qui ont été avancés, ce n'est pas des chiffres réels. Ce n'est pas la vérité qui a été dite. Ce sont les 80 députés qui ne sont pas réels. Non, ils disent qu'ils ont leurs chiffres. Moi, la déclaration à laquelle j'ai assisté, ils ont dit c'était 195 communes, ils ont les résultats au niveau des 195 communes. Voilà, ils ont leurs chiffres, mais ils vont au moment opportun. Au moment opportun, vous n'avez pas cherché à savoir c'est quand... Ça fait 3 jours qu'ils sont en train d'annoncer une déclaration qu'on reporte de jour en jour. Mais c'est pour le respect du droit, ils disent-ils. S'il te plaît. Non, Mokhtar. Moi, on est dans un contexte électoral. J'ai dit, j'ai mes documents, j'ai mes chiffres, j'ai mes résultats. Je ne suis pas d'accord avec les résultats qui ont été annoncés. Aujourd'hui, si vous savez un peu la déception au niveau des populations, quand vous dites que vous avez vos résultats, mais donnez vos résultats quand même, pour que les gens puissent apprécier. Mais qu'est-ce que ça va changer? Mais même si ça ne change pas, au moins les gens sont informés qu'ils ne sont pas allés voter pour rien. Est-ce que tu me comprends? Les gens au moins se disent, bon, je ne suis pas allé voter pour rien, c'est que ma voix a compté. Mais quand je viens, je dis, bon, on a ça, mais je mettais d'abord. Vous vous taisez pourquoi? Ces gens, je me pose des questions. Est-ce que véritablement ils cherchent le pouvoir? Véritablement, est-ce qu'ils cherchent le pouvoir? Mais le parti au pouvoir a cherché un coup KO. Non, mais s'il te plaît. Le coup KO ne s'est pas réalisé. Tout ça là, coup KO là, c'était la diversion. On leur lance, machin, allez discuter sur le coup KO. Donc voilà notre objectif. Leur objectif, ce n'était pas le coup KO. Non, ce n'était pas du tout le coup KO, c'était de leur dire, c'était la diversion. Allez-y, vous bagaillez, empêchez le coup KO. Ok. Mais nous, voilà notre objectif. Nous allons venir à l'Assemblée avec 80 députés. Plus ceux des alliés, cumulés. On a déjà le gouvernement, on a l'Assemblée. Bon, alors vous allez faire quoi? Même si vous avez le président. C'est d'emblée la cohabitation. Mais dans un contexte semi-présidentiel, où c'est le gouvernement et l'Assemblée qui gèrent. Parce que le président, il va être quoi? Voilà la réalité, il faut qu'on se dise ça en face. Il n'y a pas d'autre alternative. Quelle alternative? Il n'y a aucune alternative. Moi, pour moi, à partir du moment où jusqu'ici, ils se sont tus. Donc, selon vous, quelle doit être la posture de l'opposition politique nigérienne? Moi, personnellement, si j'étais dans la politique, je faisais la politique. Quand je dis que je ne suis pas d'accord avec une institution qui doit organiser des élections, je sors même un livre pour dire que je ne suis pas d'accord et on ne va pas aller à ces élections-là avec les institutions telles que constituées. Je vais me donner les moyens pour créer les conditions pour que ces institutions-là puissent être modifiées avant qu'on aille aux élections. Les moyens? Mais je vais me donner les moyens de lutte pour pouvoir créer les conditions, le rapport de force nécessaire pour que ces institutions-là ne puissent pas être là dans leur composition pour organiser les élections, valider, proclamer les résultats. Et quand je dis je ne suis pas d'accord avec les institutions, c'est des institutions qui sont partisanes. Mais alors, si j'accepte de partir, ça veut dire que je suis d'accord avec eux. Gary Amadou, quelle est votre opinion au sujet de ces résultats proclamés par la CENI samedi 2 janvier passé? En fait, tout ce que Hussein a dit est vrai. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une absence totale de stratégie au niveau de l'opposition concernant ces élections-là. C'est-à-dire que c'est aller dans tous les sens. Peut-être que leurs stratégies ne sont pas bien comprises. Non, c'est même pas... C'est-à-dire que c'est une sorte de navigation à vue. Parce que comme l'a dit Ousseini, quand tu n'as pas confiance à la CENI, tu n'as pas confiance à la Cour constitutionnelle, logiquement, tu ne participes pas si ça ne change pas. Faire la politique de la chaise vide? Mais enfin, je veux dire, mais tu dis que tu n'as pas confiance à la CENI.
Hein? Tu dis que la CENI est partisane. Tu dis que la Cour constitutionnelle est partisane. Mais tu participes aux élections dans quel but? C'est pourquoi la question de Hussein est extrêmement importante. Est-ce qu'il cherche le pouvoir? Mais non. Ils ont passé tout le temps ici à Niamey à faire des déclarations, à faire des livres blancs, blablabla. Et ils ne partaient pas à l'intérieur du pays. Ils disent qu'ils ont les résultats. Mais non. En fait, l'autre réalité de l'affaire, c'est que pratiquement, l'opposition n'a pas envoyé des délégués dans les bureaux de vote. Ils n'ont pas de délégués. Ils n'ont rien. Ce qu'ils font là, c'est de la surenchère. Oui, on a nos résultats. Et comme depuis, ils ont les résultats. Et on n'a pas vu un seul résultat, même à travers les réseaux sociaux. Pourtant, ce sont les réseaux sociaux qu'ils utilisent parfois pour faire passer leurs informations. Mais on n'a aucun résultat de rien du tout. Mais on fait de la surenchère, nous avons le résultat. Je crois qu'ils vont concocter des choses dans leur truc et puis ils vont venir. Mais enfin, aujourd'hui, le grand perdant de ces élections-là, ce n'est pas le coup KO qui n'a pas eu lieu. Ah non, comme l'a dit Ousseini. Non, selon vous, c'est une diversion aussi. Non, c'était... En fait, le coup KO, c'est difficile au Niger. Et surtout dans un contexte où il y a, par exemple, 30 candidats. 30. Il y a un émiettement de voix qui fait qu'il est quasiment impossible d'avoir le coup KO. Mais le coup KO a eu le mérite de faire participer l'opposition à l'élection, de mobiliser l'opposition qui s'est mobilisée pour empêcher le soi-disant coup KO. Et pendant ce temps, mais la mouvance présidentielle, elle s'est organisée, elle a préparé les élections, elle a fait des missions de terrain pour convaincre les populations. Et les résultats sont tombés. C'est ça les élections législatives. Quand tu n'as pas l'Assemblée, tu n'as pas le pouvoir. C'est connu ça. Alors, Garé Amadou, dans tout ça, là, quelles sont les véritables attentes des Nigériens au sujet de ces élections? Les attentes des Nigériens sont très simples. D'abord, que les élections, comme elles se sont déroulées au premier tour, avec bien sûr quelques anomalies, quelques problèmes dans certaines zones qu'il faudrait corriger. Quelques anomalies, vous voulez... Oui, je vais dire, non, il y a des événements qui sont passés à Tamaya et à Azei. Des événements comme quoi? Oui, on a parlé des gens qui ont... bourrage d'urne? Non, pas de bourrage d'urne. On a parlé des gens sous le couvert de conflits tribaux, des gens qui sont d'obédience tel camp. Il y a eu des gens qui ont arraché des urnes, qui sont partis, qui les ont brûlées, etc. etc. Ça, c'est des événements comme ça. Il ne faut pas qu'ils se reproduisent lors du deuxième tour. C'est-à-dire que moi, je voudrais que, par exemple, au niveau de Azei et de Tamaya, que la sécurité soit renforcée. Et ceux qui ont commis les actes précédents, là, qu'ils soient châtiés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'attente des Nigériens, c'est que les élections se déroulent dans le calme. Parce que, globalement, quoi qu'on dise, on est en train de nous féliciter à travers le continent. Parce que voilà un pays qui est considéré comme un des plus pauvres du monde, mais qui a fait montre d'une certaine maturité politique. Où les citoyens ont fait montre. Moi, je vous ai dit, dans les centres de vote, j'ai vu des gens de plusieurs tendances, mais c'était une atmosphère de fête, le vote. Aucun problème. C'est-à-dire que les gens se taquinaient même. Pratiquement, on va vous chasser, on dit non, on va rester, etc. etc. Vous voyez, c'est vraiment une atmosphère. Moi, j'aimerais que l'attente du peuple nigérien, c'est que ces élections se déroulent dans le calme et qu'il n'y ait aucun problème. L'essentiel, et ceux qui font chaque jour, ils disent que Dieu nous choisisse le meilleur. C'est ce que les Nigériens vous diront. Parce que le Nigérien, il a la particularité d'être quelqu'un qui a beaucoup de foi. Chaque fois, il met l'islam en avant. Il dit... C'est pas la résignation? Non, c'est pas la résignation. Mais écoute, c'est Dieu qui donne le pouvoir, Mokhtar. C'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui donne. Aujourd'hui, là, les gens sont en train de se chamailler. Oui, deuxième tour, il y aura... Lui, le bon Dieu, là, il a déjà le nom. Toi, tu l'as pas, moi, je l'ai pas. Le président de la CENI, là, personne ne l'a. Mais lui, il l'a. C'est lui qui le donne. Donc, c'est pourquoi les gens disent que Dieu nous choisisse le meilleur. Quelqu'un qui peut travailler pour le pays. Donc, aujourd'hui, les Nigériens sont là. Ils sont, pour le moment, il y a un petit... la campagne n'est pas encore ouverte. Elle sera ouverte peut-être le 29, on dit le 29 janvier. Mais, vraiment, l'attente des Nigériens, c'est que les élections se déroulent dans le calme et que les nouvelles autorités, qu'il n'y ait aucun problème. Husseini Sajibo, les deux candidats vont devoir démarcher les deux autres candidats arrivés en troisième et en quatrième position avec respectivement 8,95% et 7,07%. L'ancien Premier ministre Seyni Oumarou et l'ancien ministre Albade Abouba. À quoi faut-il s'attendre? Comment on peut savoir à quoi on va s'attendre? Quand même. Mais les débouchages ou bien les marchandages. Moi, honnêtement, Mokhtar,
Mais Mokhtar. les deux personnalités vont Mais se d'accord, positionner. Oui, d'accord, mais d'accord. Vont Moi, donner des consignes de vote. Je vais dire, le constat que j'ai eu à faire, et c'est un constat honnête. Le constat, c'est que les gens n'ont pas travaillé. Les gens sont restés à Niamey. Les élections se gagnent. Aussi. Voilà, les élections se gagnent à l'intérieur du pays. Dans les campagnes, dans les zones rurales. Vous n'avez même pas à Niamey même des gens qui peuvent aller vous représenter valablement dans les bureaux de vote. À plus forte raison en campagne. Et l'électorat, en grande majorité, l'électorat se trouve dans le milieu rural. D'accord. Ok. Il y aura des marchandages, bien évidemment. Chaque fois qu'il y a un deuxième tour. Mais alors, d'accord. Chacun va aller peut-être en fonction de ce qui l'intéresse, ce qui l'arrange. On sait que si les gens sont dans un contexte partisan, chacun sait qu'est-ce que je vais devenir demain, des choses comme ça. Les gens vont mais qu'est-ce qu'il va gagner? Ce n'est pas en réalité le pays qui l'intérêt du pays doit primer. S'il te plaît, quel intérêt du pays, s'il te plaît, laisse tomber ça. Quel intérêt? Quel intérêt? Est-ce que tu penses que les gens, c'est l'intérêt qui importe? Les gens, c'est comment je vais être pour mon train de vie là. Comment conserver mon train de vie initial? Et le bas peuple alors? On vient de dire à Tchambangou, 100 personnes, des innocents. Ils ont fait quel mal à qui? Ils demandent que la sécurité. On n'a pas pu leur rassurer ça. Ici, des gens ne vont pas, des enfants ne vont pas à l'école. Quand vous voyez à Niamey le matin très tôt, le nombre de personnes, de petits, des enfants, de femmes qui convergent dans le centre-ville pour aller chercher du travail, pour manger, tu te poses bien des questions. Est-ce qu'on fait quelque chose véritablement pour ces populations-là? Parce que quelqu'un qui a une relative aisance chez lui, je ne vois pas ce qu'il va venir chercher dans un grand centre urbain. S'il vient, c'est parce qu'il n'y a plus rien à manger. C'est un peu la désolation. Alors, quand on me parle d'intérêt, tu sais, c'est devenu un fonds de commerce, la politique. Il y a très peu de gens qui croient que on doit... Oui, mais comment faire pour que cela change? Comment faire pour que ça change? Il faut que ça change. Comment faire pour que cela change? Oui. Je ne sais pas. C'est quoi? Comment faire? À moins de supprimer toute cette vieille classe. Et puis bon, mais même ça, même les jeunes qui intègrent la politique, malheureusement, ils sont corrompus. Ils sont d'ailleurs plus corrompus que les caciques. Parce que parmi les caciques, au moins, il y en a quelques-uns qui sont honnêtes. Quand tu les vois, tu sens que ce n'est pas véritablement pour s'enrichir qu'ils sont en train de faire la politique, c'est une conviction. Mais il y a beaucoup de jeunes gens qui ont investi la politique aujourd'hui. Ils l'ont investi, c'est tout simplement pour se réaliser. Parce qu'il n'y a pas un seul secteur où on peut facilement se réaliser comme la politique dans ce pays-là. Il faut se dire la vérité. Ils sont là, chacun donc tous ces bons mondes-là ne sont là que pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt du pays. S'il te plaît, intérêt quel peuple? S'il te plaît. C'est quoi le peuple? Gary Amadou, si les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité, dans beaucoup de localités, les observateurs ont relevé des manquements. Oui. Comment rectifier le tir? Oui, je pense que c'est pourquoi c'est bon d'avoir la veille électorale. La veille électorale, dans un système où il y a un scrutin, où il y a un autre qui est prévu, la veille électorale a l'utilité de permettre de déceler les anomalies pour les présenter en tout cas au peuple nigérien et à la CENI afin que des corrections soient apportées. C'est très important. Il n'y a pas d'élection parfaite. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. C'est scandaleux. Les États-Unis, c'est un exemple de démocratie. La plus vieille démocratie. Vous voyez ce qui se passe. La démocratie la plus sûre. Oui, comme quoi. Et rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque George Walker Bush a été élu une deuxième fois. Il y avait des soupçons de fraude. Il n'y a pas d'élection propre. Ce n'est pas possible. Même en France, il y a eu des soupçons de trituration quand Sarkozy a été élu. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'élection. Ce qu'il faut souhaiter, c'est des élections qui aient moins de problèmes que d'autres. Moi, j'ai constaté quand même que ces élections-là ont été pratiquement les mieux organisées que par le passé. Par le passé? Oui, quand je parle, oui, par le passé, parce qu'elles sont les moins calamiteuses. Sur en le plan. Termes de quoi? En termes d'organisation même. C'est vrai qu'il y a eu au niveau des locales les retards de l'ouverture des bureaux de vote.
Et c'est pourquoi je vous dis que la veille électorale est extrêmement importante. Des bureaux de vote qui ont ouvert parfois à 11h. Mais on a constaté quand même que cette fois-ci, le matériel était à temps et les bureaux ont pu ouvrir peut-être aux heures indiquées avec quelques petits décalages. Pas comme au niveau des locales et des municipales. Donc, il y a une amélioration. Quand on voit des vidéos dans lesquelles les gens achètent des cartes de lecteur ou bien des gens qui vendent leurs cartes de lecteur. Je vais te dire une chose, Mahiro. Mokhtar. Moi, je suis un journaliste. Et il y a un principe. Un voleur, quand il va voler dans une maison et qu'il voit qu'il y a une caméra, qu'est-ce qu'il fait? Mais quand il est en fonction de force... Non, attends, s'il te plaît, je te pose une question très simple. Quand il voit que dans une maison, là où il va voler, il y a une caméra, il essaie de faire le maximum pour éviter une caméra. Un voleur qui se fait filmer n'est pas un voleur. Moi, j'appelle ça de la mise en scène. Il faut faire extrêmement attention. Parce que je vois mal quelqu'un en train de faire quelque chose de mal et puis se laisser filmer par ses amis et puis regarder la caméra, on fait les trucs, oui, on se... Non, ça n'a aucun sens. Oui, il faut avoir l'esprit critique. À présent, Garamadou, quelles sont les chances de ces deux candidats pour le deuxième tour, pour le second tour? Écoutez, c'est un deuxième tour qui est ouvert, tout va dépendre en tout cas des négociations qui vont avoir lieu. Hussein l'a bien dit, c'est-à-dire que les gens vont négocier. Malheureusement, on a un système politique qui fait que pour le moment, aucun parti ne peut avoir la majorité à lui seul. En tout cas, aucun président ne peut être élu dès le premier tour. Pour le moment, on n'a pas ça. Il faut comment? Il faut faire comment? Pour moi, il faut un système à la gabonaise. À la gabonaise, c'est-à-dire? Oui, le Gabon a un système électoral à un tour. C'est-à-dire que si c'est le système électoral gabonais qui était en place ici au Niger, Bazoum est élu président avec ses 38%. Bazoum est élu. Ça, c'est la mort subite, là. Non, ce n'est pas la mort subite. L'avantage, ce que ça te permet d'avoir les coudées franches pour gouverner, tu n'as pas à marchander avec des gens pour qu'ils viennent avec toi et ils vont te faire du chantage et pratiquement, ils vont se distribuer les postes. C'est ça l'avantage du système électoral gabonais. Et je crois qu'au Togo aussi, c'est comme ça. Donc, c'est ce système électoral qui va nous permettre de sortir de ce marchandage politique-là. C'est le seul. Je ne vois pas d'autre moyen. Parce que, comme l'a dit Ousseini, mais les gens vont négocier en fonction de leurs intérêts. Et ils vont négocier en calculant aussi. Et je ne vais pas m'accrocher à une branche qui est presque cassée. Oui, Ousseini Sajibo, rapidement, en une minute, quelles sont les chances de ces deux candidats pour le second tour, rapidement? Mais c'est quoi? Ça va dépendre des négociations, ce que ça va donner. Il y a des partis qui sont là aujourd'hui, même ceux qui ont 0,8% de machin. Ils sont là, ils attendent. Ils attendent en fonction. Ils attendent quoi? Ils attendent qu'on les approche. Ou bien eux-mêmes, ils entreprennent la démarche pour aller voir de l'autre côté. Est-ce que l'eau là est plus limpide que l'eau du voisin? En fonction de ça, ils vont se déterminer. Maintenant, c'est ça qui va déterminer c'est qui le candidat qui va sortir victorieux le 21 février prochain. Mais toujours est-il dit que je reste sur ma position, c'est que on a affaire à une classe politique où, bon, les gens ne savent même pas à la limite ce qu'ils veulent, quelque part. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça que je déplore, personnellement. Voilà, nous sommes au terme. Vous avez quelque chose? Juste. Oui, quelques secondes. En fait, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, moi, la politique au Niger, ça me fait rire. Vous avez des partis politiques qui n'ont même pas de programme, qui partent à une élection. Il n'y a même pas de programme. Il n'y a rien. Et ça prouve le manque de sérieux avec lequel on prend la chose. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de programme. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur les 46 radios partenaires du studio Kalangou pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le contrôle des programmes télé pour les enfants. Et le dimanche, le forum en Zarma sur les dégâts commis par les éléphants et les girafes sur les productions agricoles à Baleyara. Merci aussi à la technique côté son assurée par Seni Saka et à la réalisation Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.